Salut les amis chimistes, j'espère que vous vous portez bien et que vous êtes bien chez vous. Alors aujourd'hui on voit un exo un peu spécial dans le thème des épisodes de Corona Chimie. On va s'intéresser à la synthèse de la chloroquine. Et là au moment où je vous tourne la vidéo de correction de cet exercice, eh bien je viens tout juste de voir, enfin hier soir en fait, que l'hydroxychloroquine, ça y est, enfin ça y est, on ne sait pas encore si c'est bien vraiment, mais en tout cas a été autorisé par le gouvernement pour être utilisé dans des traitements. Donc voilà. Donc là on regarde la synthèse de la chloroquine, il y a aussi l'hydroxychloroquine dont il est question par rapport à ce sujet. Alors je ne vais pas parler de l'actualité parce qu'elle évolue très très vite, c'est un sujet qui est controversé. Il y a pas mal de copains du Café des Sciences qui ont déjà fait des vidéos un petit peu pour développer. Si vous voulez, je vous mettrai des liens dans la description s'il y en a qui s'intéressent à ce sujet. Mais je me suis dit, un peu taquin que je suis, que c'était la bonne occasion pour s'intéresser à la synthèse de cette molécule. Donc je vous ai préparé un petit exo pour réviser les concours. Puis ça permet de reprendre pas mal de choses. J'espère que ça vous plaira. Et puis, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Comme d'habitude, hein, vous me posez des questions dans les commentaires s'il y a besoin. Et puis, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notif si vous voulez pas rater les prochains exos. Voilà les amis chimistes, on y va? C'est parti. Alors, comme d'habitude, hein, le sujet est en description, et puis bien sûr, cherchez l'exo avant de regarder la correction. Puis pour mes étudiants, vous aurez les copies d'écran aussi dans le lien que vous avez habituellement. Voilà, alors, on y va. Donc, dans la première question, je vous demandais de classer les composés ci-dessous par ordre de basicité décroissante. Donc là, on revient vraiment à un chapitre sur les effets électroniques. Donc, l'idée, c'est quoi déjà? C'est de reconnaître que ce qui est basique, c'est le groupement amine. Et pour rappel, vous êtes censé connaître l'ordre de grandeur du pKa du couple ammonium-amine, qui est grosso modo autour de 10 pour une amine classique. Donc ce qui sera le cas pour cette amine-là. Okay. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer les groupements qui varient d'un composé à l'autre. Donc ici, on a un groupement cyclohexyle qui a un effet inductif d'honneur. Ici, on a un groupement phényl. Donc là, en fait, normalement, je n'ai pas trop besoin de vous convaincre, mais je vais le faire quand même, qui permet d'écrire des effets mésomères. Et on va voir que c'est un groupement mésomère attracteur. C'est également un groupement inductif attracteur, mais cet effet est négligeable. Et puis, ici, on a la même chose, mais avec un atome de chlore en plus. Donc, ce qui va augmenter l'effet inductif attracteur. Donc, le chlore, globalement, va augmenter l'effet attracteur. Voilà, donc ça c'est pour les effets électroniques. Alors rapidement, je vais quand même vous écrire les formules mésomères pour l'aniline, qui est cette molécule-là, parce que l'écriture des formes mésomères est attendue. Donc ça vous donne ça. On voit donc qu'on a 4 formules mésomères qui stabilisent le doublet de l'azote. Le fait de stabiliser le doublet de l'azote, ça le rend moins basique. Okay, donc ça c'est l'autre chose qu'il faut dire, c'est que finalement tout effet, pourquoi on utilise les effets électroniques, c'est que tout effet électroattracteur stabilise le doublet, donc le doublet non liant de l'azote, et du coup inhibe la basicité. Donc, autrement dit, plus le doublet de l'azote est attiré par les effets électroattracteurs, moins c'est basique. On en déduit, alors je vais donner des petits noms à ces molécules, je vais les appeler, peu importe, on va dire qu'on a A, B et C. Et par conséquent, on va avoir le pKa de A qui est inférieur au pKa de B, désolé j'ai du mal, qui est inférieur au pKa de C. Et donc la basicité croissante c'est dans ce sens-là. Oh là là, j'ai eu un bug. Et voilà. Bon, dans la deuxième question, là, on vous demande de proposer un mécanisme pour la formation de 3 à partir de 1 et 2. Donc là, ce qu'il faut voir, c'est que le groupement ester qui est ici a été préservé. Et du coup, on reconnaît les carbones. On voit que le carbone qui est lié à l'azote ici, en fait, c'est le carbone de l'aldéhyde. Donc on devine assez facilement, comme l'aldéhyde est un électrophile et que l'azote est un nucléophile, qu'il
il va y avoir une liaison qui va se former ici, et puis pour avoir une double liaison, là, vous allez voir, on va trouver assez rapidement. On se doute qu'on va avoir une bêta-élimination ensuite du groupement hydroxyle. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que toute cette partie de la molécule 1 qui ne me sert à rien, je vais la simplifier, je vais la noter R. Et puis ensuite, je peux démarrer mon mécanisme. Donc, on va avoir dans un premier temps une addition nucléophile. Donc là, il faut bien regarder l'énoncé, parce que si jamais on avait par exemple un milieu acide, eh bien on proposerait un mécanisme avec d'abord activation électrophile de l'oxygène, mais là on ne vous donne pas de conditions. Visiblement, on mélange directement l'amine avec l'aldéhyde. Donc c'est une addition nucléophile directe. Autre chose que j'ai oublié de dire, il est bon de mentionner que sur cette molécule-là, l'aldéhyde est plus électrophile que l'ester en raison du groupement mésomère donneur de l'oxygène ici. Donc l'amine va bien s'additionner sur le composé le plus électrophile. Voilà, donc ça nous conduit au composé suivant. Ensuite, on se doute bien qu'il va falloir former un alcool de ce côté-là qui va ensuite être éliminé pour faire une double liaison à ce niveau-ci. Donc là, il va falloir faire une prototropie, c'est-à-dire un transfert de protons. Donc pourquoi on ne dessine pas les flèches? Parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit par exemple ce proton-là qui passe sur l'oxygène. En fait, c'est l'ammonium libère un proton, et puis avant ou après, l'alcoolate va capter un proton. Donc finalement, ça revient à deux réactions acide-base successives, et donc on se contente d'écrire prototropie. Donc là, je vais avoir un groupement OH, et puis on arrive à ceci. Alors là, on n'a pas trop d'informations sur le milieu, mais bon, visiblement, on n'a rien ajouté sur la flèche à ce niveau-là. Donc on considère que si l'amine est sous sa forme d'amine, on est en milieu plutôt basique, donc on va se permettre de faire partir le groupement HO-. Mais n'oubliez pas, si vous êtes en milieu acide, il faudrait protoner le OH pour l'activer avant de le faire partir. Donc là, on va avoir, surtout qu'on voit quelque chose, alors, on fait partir HO-, pardon, on peut penser soit une 2, c'est-à-dire de faire partir le proton et HO- dans la foulée, soit une 1, et là on voit effectivement qu'on aura un carbocation plutôt stabilisé. Donc on peut proposer raisonnablement un mécanisme E1, ce qui va nous donner... Donc là j'ai une élimination. La molécule suivante, regardez, le carbocation, en fait, il peut être stabilisé par l'effet mésomère donneur de l'azote. Là, plus HO-, bien évidemment. Donc là, je peux écrire une forme mésomère qui justifie en quelque sorte le choix du mécanisme. Voilà. Et puis, il nous reste une dernière étape. Il va falloir bien entendu déprotoner à cet endroit-là. Ça tombe bien, on a éliminé un ion hydroxyde qui est basique, donc on peut très bien venir déprotoner là, ce qui va permettre de former la double liaison, et l'azote récupère son doublet. Là, on va repartir ici. Donc ça se termine avec une réaction acide-base qui conduit à la formation de 3 et d'une molécule d'eau. Dans la question 3, on vous demande d'expliquer le passage de 4 à 5. Alors je vais aller plus loin, je veux aussi 3 donne 4, c'est vrai qu'il n'est pas au programme de PC. Je vais juste en toucher un petit mot vite fait. Alors en fait, la réaction 3 donne 4, il s'agit de ce qu'on appelle une substitution électrophile aromatique. Donc pour ceux qui sont en PC, c'est plus au programme. En BCPSC, je crois que vous le voyez encore. Et en fait, ça veut dire l'hydrogène qui est porté ici va être remplacé par l'électrophile. Alors je vous montre le mécanisme, sait-on jamais, voilà, comme ça vous l'aurez vu une fois. On voit qu'il faut créer une liaison entre le carbone qui est ici et le carbone de l'ester. Okay, l'ester, vous savez que c'est l'électrophile, donc forcément le carbone qui est là va être le nucléophile, et on sait que les alcènes sont des nucléophiles, donc quelque part, ça ne doit pas vous paraître trop incohérent de proposer déjà une création de liaison CC comme ceci. Donc ça, en fait, ça serait une étape d'addition électrophile sur le cycle, donc qui va conduire au composé suivant. Tac, avec O éthyle et O-, on va avoir le H ici, et du coup une charge plus à cet endroit-là, qui au passage peut être stabilisée par l'effet
à la fois l'effet mésomère de l'azote et à la fois avec les liaisons qui sont ici. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intermédiaire de Weyland. Bref, je ne rentre pas dans le détail, puisque ce n'est pas le propos, c'est juste pour vous montrer un petit mécanisme en plus. Et en fait, on va libérer le proton pour reformer la double liaison, obtenir le cycle aromatique. Voilà, donc on obtient cette structure-là. Avec l'azote qu'il ne faut pas oublier. Donc moins H+. Et puis, la dernière étape, on peut proposer un départ de l'alcoolate. Là, pareil, on manque un peu d'informations pour savoir s'il va être activé ou pas. Donc ça, faut s'adapter en général à l'énoncé. Et on obtient ça. Voilà, bon bah ça c'était un petit bonus. Maintenant pour la question qui nous intéresse, on nous demande d'expliquer le passage de 4 à 5 en milieu basique. Bon, déjà la chose à voir, c'est que c'est un proton qui est transféré quelque part. Alors ça n'a pas de raison d'être le même encore une fois, mais ça va vous faire penser à une tautomérie. C'est-à-dire là où on passe d'un énol à une cétone, bah ici on a un peu la même chose, un déplacement d'hydrogène avec un déplacement de double liaison qui permet d'avoir cette structure de cycle aromatique particulièrement stable. Hein. Donc, évidemment, la bonne réponse, c'est la tautomérie. Maintenant, on vous demande en milieu acide ou basique. Donc là, clairement, on attend un petit mécanisme. Alors, bon, je n'ai pas le temps de vous demander ce que vous préférez, parce que vous n'êtes pas là. Donc, je vais vous proposer, par exemple, qu'on le fasse en milieu basique, on va dire. Alors, je reproduis la molécule. Donc, si on est en milieu basique, je vais, par exemple, modéliser la base par HO-. Puis, dans ce cas, on va avoir une réaction acide-base qui va déprotoner le proton de l'azote. On obtient donc cette structure-là plus une molécule d'eau. Alors je vous passe l'écriture des formes mésomères, mais bien évidemment on peut montrer que la charge négative sur l'azote est stabilisée. Elle peut se délocaliser dans cette position-là, dans cette position-là, ainsi que sur le cycle, dans cette position-là, ici et là. D'accord ? Donc on a 6 formes mésomères au total. Bref, on va en écrire juste une. J'en écris une pour vous montrer simplement que la charge moins va se délocaliser par exemple sur l'atome d'oxygène. C'est-à-dire que vous voyez, je peux remonter les charges ici, ce qui permet de mieux comprendre la deuxième étape. Et du coup, j'obtiens ça. Voilà, donc les deux formes mésomères les plus pertinentes pour nous, c'est ça. Et puis on finit par une simple réaction acide-base, hein, ici, paf. Donc c'est comme la tautomérie cétoénolique, c'est deux réactions acido-basiques successives qui vont conduire à la formation de 5 plus HO- qui est régénéré. Voilà, juste un petit mot, si vous aviez dû le faire en milieu acide et pas en milieu basique, on aurait commencé par protoner ici le groupement cétone, et puis ensuite on déprotonne, on libère le H+, et on retombe exactement sur la même structure. Alors enfin, on s'intéresse à l'ultime étape de formation de la chloroquine, mais attention, l'exo n'est pas fini, parce que dans la deuxième partie de l'exo, il faudra synthétiser le composé 6. Bref, c'est cette étape-là. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un groupement amine, le groupement amine primaire, qui est venu faire une sorte d'addition-élimination ici, à la place du chlore. Donc déjà, on vous demande est-ce qu'elle vous semble compatible avec un contrôle cinétique de charge ou avec un contrôle cinétique frontalier. Ce qu'il faut bien avoir en tête, je le rappelle, c'est que si on regarde un contrôle cinétique de charge, ce que nous allons regarder, du coup, l'atome le plus électrophile dans 5, puisque l'amine joue le rôle de nucléophile, donc le site le plus électrophile, est celui qui porte la charge la plus positive. Et là, la charge la plus positive... Voilà, donc ici vous avez les charges nettes. Donc on va regarder, là j'ai 0,41, 0,36 c'est en dessous. Je cherche la valeur la plus élevée, donc c'est 0,41, effectivement. Donc on en déduit que si on est sous contrôle cinétique de charge, c'est l'atome numéro 3. Donc ce serait cet atome-là le plus électrophile. Ok.
On voit que c'est pas lui qui a joué le rôle d'électrophile dans le cadre de la réaction de synthèse de la chloroquine ici. Je crois que j'ai dit chloroquinine à un moment, tout à l'heure j'ai dit une connerie. C'est chloroquine. Voilà, pardon, je me suis perdu. Et donc oui, on en déduit que non, la réaction n'a pas lieu sous contrôle cinétique de charge. Voilà, ensuite, même question pour un contrôle cinétique frontalier. Donc là, je vais... hop. Donc, contrôle cinétique frontalier. Il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs étapes. La première étape, normalement, c'est d'identifier l'interaction prépondérante entre l'AHO d'un composé et la BV de l'autre. Donc là, on sait qui joue le rôle de nucléophile, qui joue le rôle d'électrophile. Donc on sait que l'interaction prépondérante, ça doit être l'AHO du nucléophile, donc ici l'AHO de la diamine, donc du composé 6, avec la BV du composé 5. Et donc dans le cadre de ce contrôle, le site le plus électrophile, c'est celui qui possède le plus gros coefficient dans la BV. Voilà, du coup, on va aller chercher donc dans l'orbitale basse vacante, d'accord, il faut voir quel est l'atome qui porte le plus gros coefficient. Donc visiblement, ça a l'air d'être justement l'atome numéro 8, ça a l'air d'être celui-là, même si vous n'avez pas les coefs. On voit donc que c'est bien en accord, parce que c'est celui-là qui réagit en tant qu'électrophile. Donc là, on a un bon accord avec les résultats expérimentaux. Ça veut dire que le contrôle cinétique orbitalaire, enfin frontalier plutôt, permet d'expliquer cette réaction. Voilà. Ensuite, on nous demandait de proposer un mécanisme réactionnel. Donc là, alors je vais vous dire surtout ce qu'il ne faut pas faire dans ce mécanisme. Alors au niveau du mécanisme, je vais vous dire surtout ce qu'il ne faut pas faire. Je vais l'écrire et je vais l'effacer après, donc ne l'écrivez surtout pas. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Je vous l'ai dit plein de fois en cours. Hein. Paf, paf. Là, vous prenez une cartouche. Parce que là, vous faites une SN2 sur un carbone engagé dans une double liaison. D'accord ? Et ça, c'est pas possible. Quand vous avez un carbone engagé dans une double liaison d'un halogénoalcane, il ne fera pas de SN2. C'est pourquoi ça, je vais le retirer. Et je vais essayer de vous expliquer un peu pourquoi. En fait, si vous regardez l'allure de la BV, pour que ça marche, il faudrait que la BV soit vraiment très antiliante à ce niveau-là. Et ce qui voudrait dire que quand les électrons de l'AHO sont transférés dans la BV, il y a rupture de la liaison. Alors, ici, on va voir quand même qu'il y a une petite contribution. Si on va voir la base vacante, alors là, on a bien, en vert, c'est pas clair, mais là, c'est légèrement antiliant, de même qu'ici. Donc effectivement, quand on va mettre des électrons à BV, ça va affaiblir un peu la liaison avec le chlore, un peu la liaison ici. On voit que ça va renforcer la liaison ici, vous allez voir dans le mécanisme, et affaiblir à ce niveau-là. Okay, mais il n'y aura pas rupture de la liaison carbone-chlore, et ça, ce sera toujours vrai quand le carbone électrophile est dans une double liaison. Okay, bon, j'avais déjà insisté là-dessus, donc je vais pas être plus lourd. Je vais essayer de ne pas être plus lourd. Donc qu'est-ce qu'on peut proposer ? Plutôt un mécanisme de type addition-élimination. Ça veut dire que l'amine vient s'additionner ici. Donc par exemple, on peut très bien délocaliser à ce moment-là. Et vous voyez, ça revient à ce que j'ai dit. On va affaiblir cette liaison-là, renforcer cette liaison-là, affaiblir celle-ci. Et puis on peut très bien mettre la charge moindre, par exemple, sur l'azote. Donc là, il y a plusieurs manières d'écrire. Mais là, j'écris une addition nucléophile. Ça va me donner ce composé-là. Voilà, et puis dans une deuxième étape, on va avoir une élimination. Donc ça veut dire que pouf, on élimine le chlore. Ah, attendez, j'ai oublié une charge plus ici sur l'azote, pardon. Donc moins Cl-, on obtient cette structure-là. Et puis dans la dernière étape, on voit qu'on est en présence de triéthylamine. Donc la triéthylamine, assurément, va jouer le rôle de base qui va permettre de restituer la fonction amine. Hop là. Donc là, on va former la chloroquine plus l'ion triéthylammonium. Et donc, c'est bien d'avoir cette amine parce que ça nous évite que ce soit le chlorure éventuellement qui vienne récupérer le proton, ce qui formerait de l'acide chlorhydrique, gazeux et toxique. Voilà les chimistes, on passe maintenant à la synthèse de la diamine 6.
donc on doit la préparer. Donc on voit que la première étape, on a un cétoester qui réagit avec un époxyde avec de l'éthanolate de sodium, ça nous donne 8. Et on vous demande de proposer un mécanisme. Qu'est-ce qui doit vous frapper? C'est déjà, vous vous dites, ok, éthanolate de sodium, normalement, vous savez très bien que vous avez déprotoné en alpha des deux groupes mésomères attracteurs. Donc là, on va faire un anion nucléophile. En face, on a un électrophile, donc addition, ouverture du cycle. Et puis après, va bien falloir qu'on trouve quelque chose, mais a priori, vous voyez, on aura un alcoolate, un ester, on reforme un ester. Bon, ça ressemble à une transestérification. On devrait réussir à s'en sortir assez facilement. Allez, on y va. Donc, première étape, étape acido-basique. Donc là, ce sont les H en alpha. Donc je vous rappelle que leur pK, il est de l'ordre de 10 à ces protons-là en alpha des deux groupes mésomères attracteurs. Donc ça démarre, bien évidemment, par une réaction acido-basique. Qui va nous conduire à cet anion-là et de l'éthanol. Ensuite, à l'issue de cette étape-là, l'anion va pouvoir réagir avec l'époxyde. Donc ça, c'est une addition nucléophile. On peut aussi, alors là, bon, il y en a qui vont le noter SN2, c'est pas faux, d'une certaine manière. On va donc avoir la structure suivante. 1, 2, 3. Et ensuite, on voit que dans le composé souhaité, on a une lactone, c'est-à-dire un ester cyclique, ici avec 5 chaînons. Alors regardez, si l'alcoolate est nucléophile, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. On peut bel et bien faire une addition-élimination. Donc là, en fait, il n'y a pas vraiment de doute. Addition à ce niveau-là. Addition nucléophile en intramoléculaire. Suivi bien évidemment d'une élimination de l'éthanolate. Et donc là, on a bien le composé 8. Maintenant, on vous demande de proposer un mécanisme pour la formation du composé 10 et puis expliquer pourquoi on utilise deux équivalents de diéthylamine. Bon, moi, mon premier réflexe pour le composé 10, c'est de voir que j'ai la formule brute, donc je vais calculer le nombre d'insaturations. Donc là, c'est C9H19NO. Donc le nombre d'insaturations, ça va être 2 fois le nombre de carbone plus 2, moins le nombre d'hydrogène, plus le nombre d'azote, et les oxygènes n'interviennent pas dans l'expression. Donc j'ai un nombre d'insaturation qui fait 1. C'est-à-dire que je vais avoir soit une double liaison, soit un cycle. Bon, en gros, ici on voit que ça ne va pas être un composé cyclique et on va avoir une double liaison. Et qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On nous dit... on voit du coup qu'on a 9 atomes de carbone. Donc si j'en avais 1, 2, 3, 4, 5, et il y en a 4 dans la diéthylamine, donc ça veut dire que sur les deux équivalents, il y en a un seul qui va se fixer. Je vois qu'il n'y a plus le brome. Donc là, normalement, j'en déduis assez facilement que l'amine va plutôt faire une substitution nucléophile sur l'halogénoalcane. Donc le mécanisme, pour le coup, est tout simple. Dans la mesure où on a un halogénoalcane primaire, c'est-à-dire qui est très peu encombré et qui ne stabiliserait pas un carbocation, on a plutôt un mécanisme de type SN2. Donc on arrive à l'ammonium, comme ceci. Je mets moins Br- ici, donc on perd le bromure. Alors on pourrait se dire, ah attention, le bromure vient déprotoner, ça fait de l'acide bromhydrique. Et non, on a deux équivalents de diéthylamine. Et c'est bien à ça que ça sert, c'est que la diéthylamine, le deuxième équivalent, va servir de base pour aller déprotoner l'ammonium. Donc c'est une réaction acido-basique, ce qui va nous conduire à la formation
du composé 10. Ainsi que l'ion diéthylammonium. Donc on a au final un équivalent qui joue le rôle de nucléophile, un équivalent qui joue le rôle de base. Alors l'étape de formation de Si, c'est une amination réductrice. Donc lors de cette réaction, l'action de l'ammoniac sur l'acétone de 10, donc l'acétone qui reste là dans le composé 10, donne une imine composée avec une double liaison CN qui est ensuite transformée en 6 par réaction avec le dihydrogène, proposer un mécanisme pour la formation de l'imine. Alors, du coup, déjà, on va expliciter un petit peu ce qui a été dit, c'est-à-dire que on repart du composé 10, qui est comme ceci. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est que par action de l'ammoniac, on va former une imine. Donc une imine, si j'ai une double liaison CN, c'est comme ça. Et puis l'azote restant trivalent, ça veut dire qu'il porte encore un hydrogène, et donc on aurait quelque chose comme ceci. Donc ça, c'est bien effectivement une imine qui ne va pas être isolée. Et en fait, par action du dihydrogène, eh bien, on va avoir le composé 6. Donc l'action du dihydrogène, qu'est-ce qu'on voit? En fait, c'est une hydrogénation classique qui va ajouter un hydrogène ici, un hydrogène ici. Donc cette étape, c'était pas demandé, mais je vous le dis quand même, la nature de la réaction, c'est une réduction, puisque les deux atomes qui vont porter un hydrogène en plus voient leur nombre d'oxydation diminuer d'une unité. Maintenant, nous, on nous demande le mécanisme de formation de l'imine. Alors là encore, il faut bien voir l'énoncé. Parfois, on vous demande d'écrire en milieu acide les mécanismes de formation d'imine. Donc dans ce cas, vous commencez par protoner effectivement l'acétone. Là, on vous dit rien. Donc dans ce cas-là, voilà, soit on dit qu'il y a éventuellement une activation électrophile, soit on y va cache-pistache, c'est-à-dire qu'on fait directement l'addition nucléophile de l'ammoniac sur le groupement cétone. On se retrouve donc avec ce composé-là. Là, on voit sans difficulté qu'il va falloir faire une prototropie. On arrive à cet intermédiaire, et donc là, c'est pareil. Si j'ai pris le parti d'écrire un mécanisme en milieu basique, et au début, je continue, donc je prends le parti de dire que je peux directement éliminer l'ion hydroxyde. Alors que si vous êtes en milieu acide, il faudra absolument qu'il y ait d'abord une activation. Donc là, vous voyez, j'arrive à cette structure-là, donc c'est ce qu'on appelle un imonium, bref, peu importe. Et puis comme j'ai éliminé H- qui est basique, H- va pouvoir venir déprotoner, et là vous voyez, ça y est, j'ai formé l'imine. Donc acide-base, on arrive bien à l'imine souhaitée, plus de l'eau. Voilà les chimistes, j'espère que cet exercice vous aura aidé à réviser. N'hésitez pas comme d'hab si vous avez des questions à mettre dans les commentaires, ou simplement si vous voulez aider à faire connaître cette petite chaîne, des petits pouces, des commentaires sympas pour caresser l'algo, c'est toujours cool. Voilà, j'espère que vous êtes bien chez vous, que vous et vos proches sont en bonne santé, et puis on se dit à très vite. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end à tous, et puis mes étudiants à lundi. Allez, salut!